Physical strength is no substitute for perception. For perception is the key which unlocks the intangible power of the spirit. You perceive nothing. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce beau vendredi d'automne, veille de possiblement tempête de neige, du moins terrain montagneux. Donc, quelque chose de gros est survenu dernièrement. Vraiment, Internet était littéralement en feu. Si on recule de environ 2 semaines, certains dimanches. Quand je parle d'Internet, je parle de Twitter, Reddit. Pratiquement, lorsque j'ai ouvert Twitter et Reddit ces journées-là, on voyait que cette nouvelle-là, les gens commentaient. Même les journaux plus généralistes en ont parlé. Le lendemain de l'annonce, je l'ai vu dans la presse, Le Soleil. Donc, c'était vraiment impressionnant de voir toute l'encre qui est coulée. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi je parle bien sûr de l'acquisition L'offre d'acquisition, parce que l'acquisition n'est pas complétée, l'offre d'acquisition de IBM de Red Hat, pardon, par IBM. Ça aurait été le fun, ça aurait été le contraire, mais bref, ça nous a tous pris, je pense par surprise. Tout le monde était même renversé, je vous dirais, de cette acquisition-là. C'est pas quelque chose qu'on avait vu venir du tout. Faut que je fasse attention. Je peux pas vraiment trop commenter cette acquisition-là. Du fait que les deux compagnies sont à la bourse. Le processus d'acquisition est en cours. On en a, en fait, si vous avez lu un petit peu une nouvelle, là, on en a pour plusieurs mois avant d'officialiser cette acquisition-là, mais le processus est déclenché. Et d'ici peut-être l'automne prochain, on devrait savoir si ça se réalise ou pas, parce que dans ce genre de processus d'acquisition-là, c'est un processus complexe pour lesquels, entre autres, IBM va consulter pratiquement tous les pays, entre autres pour s'assurer qu'ils ne brisent pas la loi antitrust. Par contre, je ne pense pas qu'en faisant l'acquisition de Red Hat, que IBM va briser une règle antitrust quelconque. Mais il reste qu'il y a un processus légal très complexe qui doit être mis à épreuve, en fait, s'assurer que tout est correct dans ce genre de transaction-là. Donc, pour ceux qui ont manqué la nouvelle, je vais la mettre
Je vais mettre le communiqué de presse. En fait, je ne peux pas vraiment en dire plus que qu'est-ce qui est écrit sur le communiqué de presse, mais je vais le mettre sur le chat ici. Donc, vous pouvez aller voir le communiqué de presse si vous n'avez pas lu. J'ai une copie en français si ça vous intéresse de le lire. En fait, ce n'est pas le communiqué de presse qui a été traduit, mais c'est plutôt une note publique qui a été rendue disponible à tous nos clients. Et on l'a fait traduire en français. Donc, s'il y en a qui la veulent en français, il faut juste m'envoyer un courriel. On ne l'a pas affiché sur notre site web. J'ai fait la demande, mais c'est toujours pas, ça n'a pas été fait encore. Donc, désolé, mais si vous voulez avoir cette note-là, vous m'envoyez un courriel. Ça va vous faire plaisir de vous la faire suivre. Écoutez, j'adore ce que je fais, j'adore mon travail. Chaque journée a son lot de surprises. Mais je vais vous dire que cette fois-ci, ce dimanche-là, dimanche après-midi, je tombe en bas de ma chaise. Donc encore là, comme je dis, on ne l'avait pas vu venir. Par contre, je vous dirais, on est très motivé, très hâte de voir où ce que IBM va apporter Red Hat, parce qu'en fait, j'explique un petit peu ce qui se passe. Chez Red Hat, on a fait une belle croissance pendant plusieurs années. Croissance soutenue. Si on voulait aller plus loin, il fallait définitivement embaucher plus de monde, faire affaire avec plus de partenaires. Au lieu d'y aller plus tranquillement, on y allait avec l'acquisition par IBM. Donc IBM fait une acquisition d'une compagnie, on est 12 000 employés chez Red Hat. On a un portfolio de 40 produits, on a des produits très populaires, comme vous savez, Ansible et OpenShift. Donc si on voulait arriver à scaler ça rapidement, on avait besoin d'une force de vente, plus de personnes pour s'impliquer autour de ces produits-là. Je ne parle pas juste de ces produits-là, le portefeuille de Red Hat, on a des très beaux produits aussi en dehors d'OpenShift et Ansible, mais en se faisant acquérir, en fusionnant avec IBM, en fait, juste pour vous donner les chiffres, là, IBM c'est 380 000 employés, on est 12 000, 380 000, vous voyez la mathématique. Donc imaginez la puissance qu'on va aller chercher en termes de représentation, en termes de réseau de partenariat. IBM est partout pratiquement. Donc on pourrait, effectivement, ce qu'on risque de voir, c'est vraiment nos produits encore plus utilisés à plus grande échelle, donc à l'aide de IBM. Donc je pense que le futur est de très bon augure. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? J'avais une petite idée en tête, mais j'en ai comme trop à dire. Mais il faut que je fasse attention encore une fois, là. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Et comme c'est enregistré sur Internet aussi, faut que je fasse attention finalement. Donc, en gros, c'est ça, oui, c'est vrai, l'acquisition, le montant, en passant, c'est un montant record au niveau d'acquisition en termes de montant global. Donc, on parle de 34 milliards de dollars en US pour acquérir une compagnie de logiciels. C'est la plus grosse transaction au niveau logiciel pour l'acquisition d'une compagnie en logiciel, pardon. Dans le domaine des TI, c'est la troisième plus grosse en importance. Si vous faites le calcul, on est 12 000 employés, 34 milliards. Chez Red Hat, on n'a pas d'autre chose vraiment que des employés. Oui, c'est sûr qu'on a un peu d'actifs, des bâtisses, quoi que ce soit, là, mais grosso modo, si on fait le calcul basé sur le nombre d'employés, on peut penser environ qu'IBM a mis sur la table 3 millions par employé. Donc, c'est des très gros chiffres. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à parcourir Internet, je pense sur Twitter et Reddit, c'est pas les informations qui manquent. Pour faire attention, là, il y a beaucoup de bruit qui s'est fait autour de ça. Validez vos sources. Beaucoup de choses qui se sont dites, qui se sont démenties par la suite. Mais grosso modo, on est en processus d'acquisition et chez Red Hat, à l'heure actuelle, aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui change. On continue à faire ce qu'on fait depuis toujours. Je peux vous dire que mon agenda n'a pas changé. Mon agenda, c'est pas allégé, au contraire. On est en période en novembre, une période très active, donc l'agenda est assez pleine. J'ai pas eu d'impact non plus négatif suite à cette annonce-là de la part de nos clients. On n'a pas eu de clients qui nous ont dit on ne veut plus faire affaire avec vous. Au contraire, je pense que tout le monde a hâte de voir, très curieux de ce qui va se passer, donc je pense que c'est de bon augure. Donc c'était ma petite intro, en fait, qui vous met sur la table la grande nouvelle. Je suis certain que plusieurs d'entre vous ont aussi suivi ça avec intérêt. Ça va se poursuivre, en fait. Dans les prochains mois, on va voir plus de détails. Et le jour d'acquisition officielle, le jour que ça va être signé aussi, on aura j'aurai plus de détails à vous communiquer à ce moment-là. Pour l'instant, on s'en tient au communiqué de presse, on s'en tient ce qu'IBM et nos gens au côté communication vous envoient pour vous donner plus d'informations.
OK, excellent. Donc, on poursuit dans les sujets aujourd'hui. Plusieurs choses. Comme à chaque semaine, je vous parle un petit peu de ce que j'ai travaillé. Ça fait 3 semaines qu'on s'est vu, donc beaucoup de choses qui sont passées en 3 semaines. Je vais essayer de résumer ça assez rapidement aujourd'hui. Donc, je vais juste changer le titre ici. Donc, sur quoi j'ai travaillé dans les dernières semaines. Tout d'abord, aujourd'hui, vous m'écoutez, vous me regardez live à partir de mon poste de travail, mon laptop, au travers OBS. Sur Fedora 29, puisque j'ai passé à Fedora 29, j'ai fait ça très rapidement cette fois-ci. Généralement, j'attends quelques semaines qu'on stabilise un petit peu ce qui se passe dans Fedora. Par contre, si on regarde un petit peu les nouveautés de Fedora 29, vous allez voir qu'il n'y a rien, pas de gros changements majeurs, de bonnes améliorations. Entre autres, GNOME, on est passé à 3.30. GNOME qui ont travaillé beaucoup la stabilité, l'amélioration au niveau de la consommation de la mémoire, donc beaucoup moins gourmand en mémoire que GNOME 3. Comme j'avais des petits problèmes de lenteur lorsque j'avais plusieurs choses d'ouvert, comme j'étais à court un petit peu en mémoire dans mon laptop, j'ai pas tardé, j'ai dit tiens, je vais upgrader à Fedora 29 pour voir si ça améliorerait pas l'état de mon laptop. Je fais plusieurs choses avec et ça s'est très bien passé dans la mise à jour. Mis à part quelques petits pactages qui manquaient des dépendances, c'est sûr que sur mon laptop, je fais plusieurs tests. J'installe des applications pour voir comment ça se passe. Des fois, je le fais en VM, en container, mais des fois, je le fais directement sur mon laptop. Donc, il y avait des petits logiciels qui ont accroché. J'ai eu Antidote. Donc, j'utilise Antidote 9. J'ai utilisé Antidote 9, en fait. Et lorsque j'ai upgradé à Fedora 29, ça a arrêté de fonctionner. Et comme par hasard, au début de la semaine, Druide informatique, que je connais bien, j'ai travaillé dans le passé quelques projets avec eux autres de projets desktop Linux au gouvernement. Donc, qui a fait une mise à jour, on lance une nouvelle version, la version 10, et sans être surpris, dans les OS supportés, les OS testés, je ne sais pas si ont vraiment fait une grosse qualité assurance, je devine qu'ils ont vraiment testé l'installation. Il y avait Fedora 29 qui vient de sortir. Je trouvais la coïncidence quand même comique. Donc j'ai upgradé à Antidote 10 et ça a réglé mon problème, tout simplement. Donc, somme toute, c'est ça s'est bien passé. Je vous invite à le faire, ceux qui sont en Fedora 28. J'ai pas vu de bug majeur. Côté carte vidéo, tout ça, tout a suivi très bien. Ça a été très, très fluide, la mise à jour. Quoi d'autre j'ai fait? On a eu une sortie, on a annoncé la sortie il y a 3 semaines de Satellite 6.4 officiellement. Hyper content de voir Ansible maintenant intégré et en offre aussi, alternative à Puppet qui est dans Satellite 6 depuis le tout début. Donc c'est le fun de pouvoir maintenant utiliser aussi Ansible en parallèle. J'avais présenté dans une émission précédente le bêta de 6.4. Il n'y a pas eu de changement depuis le bêta. On n'a pas enlevé rien. C'est exactement ce que vous avez vu en 6.4. Je referai sûrement un tour de roue éventuellement avec Satellite 6.4. L'upgrade a été très très smooth aussi. C'est sûr que j'ai pas un environnement qui est hyper compliqué dans mon laptop. Quelques VM. Mais bref, l'upgrade s'est très bien passé, sans aucun pépin. La config d'Ansible a causé des petits problèmes. Encore une fois, je reviendrai peut-être sur ça pour vous montrer les petits trucs au niveau Ansible, parce qu'il y a des petites particularités, mais somme toute, ça va très très bien si on suit la documentation, bien sûr. Justement, j'étais chez un client cette semaine qui m'a fait un témoignage, enfin, qui ont testé en lab 6.4. Donc, c'est un client qui utilise Satellite 6 depuis 6.2, je pense. C'est un client qui est Puppet. Enfin, ils ont un environnement Puppet à part des satellites. Et c'est une décision qu'ils ont prise, je pense, il y a 2 ans, d'aller vers Puppet. Et je sentais qu'il y avait, pas un regret, mais je pense que ces clients-là avaient l'impression de passer à côté de quelque chose en n'allant pas avec Ansible. Et je peux confirmer que c'est bien le cas. Ils passent à côté de quelque chose. Mais je pense qu'avec l'ajout intégré dans Ansible, dans Satellite 6.4 d'Ansible, ce que ça leur a apporté, c'est que ce client-là, celui qui m'en a mentionné, c'est que maintenant, à partir de Satellite, sans avoir à implémenter Ansible, ils ont accès à Ansible. Donc, des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire avec Puppet, maintenant, ils peuvent le faire au travers de Satellite. Donc, pour eux, implémenter Ansible avant Satellite, c'était un serveur à part, c'était de la technologie installée à configurer. Pour eux autres, il fallait qu'ils en fassent un projet. Donc, c'était compliqué. Maintenant, qui est dans Satellite 6.4, mais ils peuvent l'utiliser parce que par défaut, avec une petite config, en fait, tous les machines qui sont connectées à Satellite
recevoir l'exécution des playbooks. Donc, pour eux, ça leur a facilité l'accès à Ansible. Maintenant, ils peuvent utiliser Ansible sans avoir vraiment fait un projet, parce que c'est intégré dans Satellite 6. Donc, super bien. Donc, on reviendra sur Satellite 6.4 éventuellement. Je vais vous parler, on a fait l'Ansible Meetup à Montréal. Gros succès à Montréal. On a eu un bon succès à Québec. La dernière fois, je vous en avais parlé. À Montréal, on a eu un succès. Je vous montre des petites photos ici. Attendez un petit peu, je vais passer ici en F2. Donc, Ansible, on a 2 meetups maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, on a un meetup à Montréal et à Québec. Sur Ansible. Ansible, ça fait près de 2 ans qu'on roule. À Québec, c'est tout nouveau. Le dernier Ansible Meetup était commandité par Guavus. En passant, si vous êtes intéressé à commanditer un de nos meetups, vous êtes les bienvenus. Comme vous pouvez voir, on met les beaux logos un peu partout. On fait de la publicité aux gens qui commanditent, bien sûr, en échange. Donc, juste vous montrer, pour ceux qui connaissent le bureau de Montréal, je ne sais pas si c'est assez gros, je peux cliquer ici, oui. Donc, on a fait un nouveau setup pour le bureau de Montréal, pour ceux qui sont déjà venus dans nos bureaux. Là, habituellement, lorsqu'on faisait des workshops ou des présentations, on faisait ça dans la section qui est à côté de cette salle-là. Donc ici, pour ceux qui sont venus, on a les toilettes. De l'autre côté, on avait une salle peut-être mieux, physiquement mieux organisée un petit peu, avec moins de poteaux, je vous dirais, mais beaucoup plus petite. Donc ici, ce qu'on a fait, on a installé la salle sur la largeur. Et grâce au projecteur ici en haut et 2 écrans, on réussit à couvrir beaucoup plus large, donc accommoder plus de personnes. Donc ici, on avait une 60aine de personnes, si je ne me trompe pas. Donc c'était beaucoup mieux. Donc on va voir les prochains événements. Là, vous allez voir, on va utiliser ce setup-là. Donc c'est un petit travail qu'on a fait. J'ai fait avec mes collègues, Sébastien et Eric. Donc je vais vous montrer les autres photos. Là. Quand même beaucoup de monde au Ansible Meetup. Toujours le fun en passant, vous savez. Lorsqu'on fait des meet-up, on fait ça le soir. Souvent, les gens se préparent la fin de semaine même pour faire ce travail-là. C'est rare qu'on fait ça sur les heures de bureau. Puis de voir autant de monde qui se déplace, de voir autant d'intérêt, c'est toujours ce qui nous motive. Donc, merci à ceux qui étaient présents. Je suis certain qu'il y en a parmi vous qui nous regardaient soit en live, soit en rediffusion qui étaient là. Donc, merci de vous être déplacés. Et merci d'avoir répondu au sondage aussi. J'ai mis un petit sondage en ligne. Toujours intéressant de savoir ce que vous pensez. Histoire qu'on s'améliore de meet-up en meet-up. OK, sinon, oui, en dehors de l'informatique, ce qu'on a fait de le fun, ce que j'ai fait de le fun, en fait, c'était l'Halloween, voilà 2 semaines, l'Halloween, je pense que vous savez c'est quoi. L'Halloween, c'est une fête assez spéciale ici, chez nous. En fait, on est des maniaques. Je suis un maniaque de films d'horreur, d'histoires d'horreur. Donc l'Halloween, c'est vraiment une fête que j'affectionne à cause de ça, en fait. On décore beaucoup chez nous, on décore l'extérieur. Et on a décoré aussi, en fait, le garage pour accueillir les petits Halloweenieux qui venaient chercher le bonbon. Et c'est la 3e année là, que je fais des décorations dans le garage avec mes enfants, leurs amis. On fait une thématique, puis on monte le garage en conséquence. Donc, les voisins s'en parlent d'année en année, et tout le monde a hâte de voir ce qu'on va faire à l'Halloween. Donc, je sais que vous n'êtes pas passé sûrement dans notre quartier pour venir chercher des bonbons, donc je peux vous montrer un petit peu très rapidement de quoi ça avait l'air. On a travaillé quand même assez fort sur ça, donc je vous montre ça. Où est-ce que j'ai mis ça? Ici, ça ne sera pas très long. Ok, je les ai ici, excusez. Donc, vous montrer rapidement de quoi ça avait l'air. Donc, la thématique, c'était un camping de l'horreur. En fait, je voulais faire le camp cristal, mais malheureusement, j'ai manqué un peu d'accessoires pour arriver à vraiment aller chercher cet aspect-là. Mais bref, vous voyez un petit peu le décor, une tente avec des petits squelettes à l'intérieur. Donc, je vous dis, il y a beaucoup d'enfants qui ont eu peur de venir. Puis il y a des enfants qui sont venus, qui ont fait le tour, qui ont pris le temps de tout regarder ce qu'il y avait comme décoration. Donc on avait ici même notre corner qui était rempli de belles choses d'Halloween. Donc on a eu beaucoup de fun, belle fête que j'adore. J'aime ça décorer, comme vous pouvez voir. Donc c'est en dehors un petit peu du travail sur quoi j'ai travaillé. Ça n'a rien à voir avec mon travail, là, mais plus une passion en dehors du travail. Donc, on a défi. L'année prochaine, trouver une nouvelle thématique. Ça fait 3 ans qu'on le fait avec des thématiques différentes. On a encore 1 an pour penser à la prochaine thématique, mais je vous dis que c'est pas évident. Surtout de faire des décors en utilisant les mêmes accessoires, mais
arriver à faire une autre thématique, c'est pas toujours évident. Mais je suis chanceux, mes enfants, très créatifs là-dessus, ils ont des bonnes idées et ils sont super excités lorsqu'on commence à monter le garage. Ils participent, ils aiment ça, puis ils aiment ça. Ils sont très fiers de montrer ça à leurs amis après. Donc c'est une belle activité. Donc, de retour aux moutons, je vais sortir ici. Donc, c'est pas mal ce que j'ai travaillé. C'est sûr que, bon, on a eu beaucoup d'événements, en fait, pendant l'automne chez Red Hat. Donc, ça m'a permis, en fait, dans les dernières 3 semaines, pardon, mis à part l'Ansible Meetup, on n'a pas eu d'autres événements, donc j'ai passé du temps en clientèle, mais je vous évite ce détail-là, là, c'est vraiment des cas classiques. Je parle maintenant aussi très rapidement des prochains événements. Pas beaucoup d'événements, on en a fait beaucoup cet automne pour ceux qui nous ont suivis, ceux qui sont venus. Je vous dirais, pour l'instant, on en a 2. En fait, tiens, c'est vrai, j'en ai un autre de confirmé qui s'est rajouté cette semaine. En fait, je vous en parle dans quelques instants. Tout d'abord, on a le Red Hat Day, la journée Red Hat, excusez, on va le dire en français, le 20 novembre prochain, j'en ai déjà parlé. Donc, je vous copie dans le chat le lien si vous voulez vous inscrire. On peut même, tiens, je vais le mettre à l'écran, je vais vous montrer, je vais passer un petit peu au travers l'agenda, parce qu'il y a des choses super le fun, des choses qui se sont précisées dans les dernières journées. Donc, c'est toute une journée pour ceux qui ne sont jamais venus. Même principe qu'on fait à Montréal, sauf qu'à Québec, on y va un petit peu particulier. À Montréal, c'est une journée de présentation. Le matin, c'est plus haut niveau, l'après-midi, c'est plus technique. À Québec, on a décidé, comme on a fait l'année passée, des présentations d'avant-midi et un workshop en après-midi. Donc, on va commencer avec Jean-François Royer, qui va venir présenter, qui va venir parler de l'échappement de la transformation numérique. Je sais que c'est pas la première fois qu'on en parle, on en parle souvent. En fait, il va faire un petit update sur ça. C'est sûr que ça évolue. Mais comme vous pouvez remarquer, là, c'est juste un 20 minutes. On ne passera pas 1 heure sur ça. Là. Je pense que tout le monde sait c'est quoi aujourd'hui. Moi, je poursuis avec une présentation sur la sécurité. Automatiser votre sécurité et la conformité. Donc, au cœur de cette présentation-là, bien sûr, je vais parler de Satellite 6.4. Je vais parler d'Insight et bien sûr d'Ansible. Mais avec un volet vraiment orienté sécurité. Je l'ai fait à Montréal. Je pense que ça a été bien apprécié. Je l'ai mis à jour. Je l'ai changé un petit peu pour Québec. Par la suite, Sébastien va venir parler du stockage pour les containers et l'info nuagique. Petite pause. Martin va venir parler d'OpenShift pour les devs. Je pense que son focus va vraiment être orienté sur la prochaine version d'OpenShift, OpenShift 4, qui s'en vient en début d'année prochaine. Comme je vais vous parler de ce cas-là, et je pense qu'il y a des gens de ce client-là qui m'écoutent aujourd'hui, je devine. Je sais qu'ils sont souvent sur Twitch, ou sinon qu'ils l'écoutent en rediffusion. Donc, salut messieurs. Donc, je vais vous parler de ce client-là. En fait, ils vont venir présenter ce qu'ils ont fait au niveau DevOps. Donc, la mise en pratique d'un projet d'envergure DevOps, bien sûr en utilisant OpenShift. C'est 4 personnes qui vont présenter, 4 personnes dynamiques, qui vont venir vous montrer un cas vraiment concret des déploiements avec OpenShift. Je crois qu'ils vont avoir des démonstrations de dashboard aussi. Donc, je vous dis ça, c'est juste cette présentation-là. Je pense que ça vaut la peine de venir faire un tour à Québec. Ils sont très avancés, l'Université Laval, sur ce qu'ils ont fait avec OpenShift. Notre business unit, d'ailleurs, OpenShift, sont au courant de ce qu'ils font. Ils s'informent vraiment régulièrement. Les product managers demandent comment ça se passe à l'Université Laval. Ils sont en avance vraiment sur où on voulait aller avec OpenShift. Donc, c'est le fun de voir un client avant-gardiste comme ça. Et c'est ici à Québec. Donc, je l'invite à venir les voir. On a le dîner. Par la suite, on a le workshop OpenShift pour les opérateurs. Je suis justement, tiens, je peux vous montrer ici en primaire pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je suis en train de le tester en ce moment. En fait, j'ai fait ça ce matin. Je l'ai-tu ouvert à quelque part? Oui, juste ici. Donc, je vous montre ça. Donc, je suis en train, en fait, de le faire. Tiens, je vais pas casser ce que je suis rendu, là, mais tiens, vous avez une primaire aujourd'hui. Donc, voici le workshop OpenShift pour les opérateurs. Donc, en 8 étapes, vous allez voir comment, en fait, pas vraiment installé parce qu'il est déjà préinstallé, mais on va vous montrer un petit peu où regarder pour peut-être déboguer si c'est quelque chose qui arrive lors de l'installation. Lancer des applications, comment faire la gestion de ces applications-là, comment les scaler.
On parle de project template, des quotas, de limites, comment modifier le project template qui est là par défaut lorsqu'on lance une application. Comment se connecter à un provider LDAP externe pour aller chercher les usagers. Dans ce cas-ci, on utilise IDM, bien sûr, on utilise nos propres produits. Et là, je ne peux pas vraiment parler de 6, 7, 8 parce que je suis rendu au 6e module. Bref, vous avez un petit aperçu de quoi ça va avoir l'air le 20. Je pense que ça va être super intéressant. C'est assez technique, là. C'est assez ligne de commande. Donc, ceux d'entre vous qui cherchez les clics-clics, qui préfèrent cliquer dans des interfaces, oubliez ça là, pour ce workshop-là. C'est vraiment beaucoup de lignes de commande. Parce que pour opérer OpenShift, on utilise la commande OC, bien sûr. On a plusieurs fichiers texte à aller regarder. On a plusieurs fichiers JSON à faire produire aussi. Donc, attendez-vous à quelque chose de technique. C'est un accéléré d'une formation qu'on donne de 4 journées. Encore une fois, c'est pour vous donner le goût, peut-être d'aller un petit peu plus loin. Mais en fait, pour ceux qui n'ont jamais opéré des environs OpenShift, ben, c'est une bonne introduction. Et finalement, je vais vous parler comme dernier événement, en fait, 2 autres événements qui s'en viennent. Donc, à Montréal, on a un party des clients qu'on fait au bureau en décembre. C'est pas confirmé encore à 100%, mais j'ai vu des courriels circuler à l'interne. Donc, on s'enligne peut-être pour le jeudi 13 décembre. Donc, pour ceux qui sont venus dans le passé, on invite les clients, les partenaires à venir au bureau, prendre une bière, prendre une bouchée, discuter. Il n'y a pas de présentation, je pense qu'il y a juste un mot de notre président, mais c'est vraiment pour vous vous dire merci d'être client, pour nous récompenser avec un petit party. Je ne sais pas si on va le faire cette année, mais il y a une année qu'on a invité un groupe de musique aussi. J'avais trouvé ça super bien. J'espère qu'on va le refaire cette année. Ça met de la belle ambiance. Et finalement, je vais vous parler de quelque chose de nouveau qu'on a vraiment décidé cette semaine. On a beaucoup de demandes encore pour des workshops Ansible, croyez-le ou non. Ansible est hyper populaire, je vous en parle dans quelques instants. Qu'est-ce qui se passe avec Ansible? Encore plein de bonnes nouvelles pour Ansible. On a décidé de faire 2 jours de workshop au bureau à Montréal, parce qu'on a eu beaucoup de demandes clients pour avoir des workshops sur Ansible Network, puis on a eu des gens vouloir aussi approfondir Service Mesh et CTO avec OpenShift. Donc, en primeur, vous avez la primeur aujourd'hui, donc les 12 et 13 décembre. Donc, 12 et 13 décembre, je vais mettre dans le chat. 12 et 13 décembre. Je vous dirais, c'est pas confirmé à 100%, mais à 99,9%. Donc, workshop à Montréal. On va avoir en fait 3 workshops. Donc, le 12 en avant-midi, ça va être un Ansible pour Linux. Donc, on refait ce qu'on a fait, ceux qui l'ont déjà suivi. Vous pouvez venir, il n'y a pas vraiment de gros changements, des petites mises à jour avec les dernières versions d'Ansible, bien sûr. Et dans l'après-midi, on va faire Ansible for Network, la première fois qu'on va livrer celui-là. C'est pour ceux qui connaissent Linklight, c'est le workshop qu'on va livrer, qui ont entendu parler de Linklight. Il est disponible sur GitHub en passant. Donc, on va livrer ce workshop-là. C'est Ansible Network. On utilise un lab sur Amazon, un lab qui a une machine Linux, le contrôleur Ansible, et 4 switch Cisco. Donc, on va montrer comment administrer, comment faire des templates pour configurer les routeurs Cisco. Donc, un très beau lab. Donc, on va faire ça le 12 en après-midi. Et le 13, en avant-midi, avec Martin, on va livrer le premier workshop aussi à vie sur Istio. Donc, je n'ai pas de lien à vous donner. Enfin, on va faire ça au travers des meetups. Donc, allez sur meetup.com si vous ne faites pas partie des Red Hat User Group encore. On en a un à Montréal, un à Québec. Vous nous cherchez Red Hat User Group sur meetup.com. Si vous êtes client, on va accepter bien sûr votre inscription. Vous allez pouvoir participer au workshop. C'est la seule façon. C'est possible qu'on l'ouvre au grand public, peut-être ceux sur Ansible. On verra, on va voir comment ça va les inscriptions. Possible qu'une semaine avant, on invite aussi les gens du Ansible Meetup. Je sais qu'il y a plusieurs personnes du Ansible Meetup qui ne sont pas clients Red Hat et qui m'ont indiqué vouloir éventuellement avoir accès à ces workshops-là. Donc, on pense être en mesure, vu notre setup de nouvelle salle, d'accueillir plus de monde et de l'ouvrir au grand public. Donc, c'est ce que j'avais comme prochain événement. Maintenant, section nouvelle, avant d'aller au sujet principal aujourd'hui, qui est la modularité. J'ai très hâte de vous montrer ça. Grosse amélioration dans Fedora, la modularité. Donc, on passe aux nouvelles très rapidement. Juste vous dire, je vous mets ça dans le chat ici. NVIDIA et Red Hat, on a fait un communiqué de presse ensemble il y a
quelques jours, annoncé le support, je vous mets ça à l'écran, donc le support de Red Hat sur la nouvelle plateforme NVIDIA, qui est un nouveau serveur. En fait, je pense que j'ai le nom, le DGX1 System. On va aller voir ça, je pense. J'ai un petit lien ici, ouais, je l'ai. Donc, en fait, c'est assez particulier comme ordinateur. Ça, c'est un ordinateur qui a été conçu avec une panoplie de cartes vidéo à l'intérieur, dans le but, en fait, d'aller chercher des workloads qui ont besoin de plus de power, comme l'intelligence artificielle, entre autres, le demande. Donc, je vous montre ça, de quoi ça a l'air visuellement, si vous n'avez pas vu ça. Super cool, le petit serveur de... Y a-t-il du son là-dessus? Pas l'air d'avoir de son. Donc, belle petite machine. Donc, on est certifié, Red Hat est certifié sur cette plateforme-là. Donc, pour rouler des charges, spécialement des charges en ce qui a rapport avec TensorFlow, tout ce qui est intelligence artificielle. Regardez, je vais peut-être le faire avancer un petit peu, là. Vous montrer, regardez ici les cartes vidéo. Donc, stacké, on a 8 cartes vidéo, pardon, c'est écrit en gros, je ne le vois même pas. Donc, tout ça stacké est disponible pour pouvoir rouler ces charges-là. On s'en vient avec OpenShift aussi, qui va supporter, être capable d'aller chercher la puissance de ces cartes vidéo-là aussi. Pour pouvoir rouler des containers, parce que vous savez, on peut rouler maintenant des containers dans les GPU. On va aller chercher encore de la puissance aussi. Donc ça s'en vient, c'est ce qu'on dit dans l'article. Donc, c'était une petite annonce ici, une petite nouvelle intéressante. Sinon, je vous parlais un petit peu très rapidement de Rev. Je vous en ai parlé de Rev. Je vais mettre ici, si vous voulez suivre aussi. Donc, à l'écran. Donc, Rev, on a un gain d'intérêt en Rev dernièrement. En fait, il y a quelques raisons pour ça. D'un, on fait beaucoup de push de notre côté avec notre solution IMS que je vous ai présenté le dernier épisode ou le 2 épisodes, qui a été présenté aussi dans les derniers ROG, IMS pour Infrastructure Migration Solution, quand on veut passer de VMware à Rev. Donc, on a un outil qui facilite ce travail-là. Donc, on a de plus en plus de manufacturiers aussi qui manifestent l'intérêt pour rajouter le support de Rev dans leurs produits. C'est le cas de Bacula ici, qui offre maintenant du backup natif à l'hyperviseur, donc sans agent. Ils ne sont pas les premiers, mais c'est une autre compagnie qui se joint aux autres manufacturiers à supporter Rev. Donc ça va bien pour Rev. Je vais vous parler éventuellement de Kubernetes. C'est quoi dans le nom? J'ai oublié. Virtualisation native dans Kubernetes, donc être capable de virtualiser des machines, pas juste des containers. Donc ça s'en vient. J'ai un blanc de Jeff ce matin. Je ne sais pas si Jeff est en ligne. Jeff m'en a parlé ce matin. J'ai oublié le nom du projet. Donc ça s'en vient aussi avec Rev. Donc, quoi d'autre au niveau nouvelle? Ansible. Oh, super ça. Donc, j'ai 3 petites nouvelles sur Ansible. Donc, je dis 3 petites nouvelles. Une assez grosse. Octoverse, en fait, a soumis son dernier rapport. Octoverse font des rapports sur la popularité des projets sur GitHub. Donc, pour un titre de rappel, GitHub, c'est le dépôt principal des projets open source aujourd'hui. Il n'y a pas juste GitHub maintenant, là, il y a GitLab et compagnie. Mais il reste que GitHub demeure encore quand même important. Plus de 96 millions de repos, donc de projets disponibles sur GitHub. C'est astronomique, la quantité de projets qu'il y a sur GitHub. Je vous montre la petite article ici. Je vous la copie dans le chat pour ceux qui veulent aller voir directement. Sinon, je vous montre ça à l'écran ici. Donc, super nouvelle pour Ansible. Regardez, ici, on a le classement. Le classement. Et regardez, ça, c'est Fastest Growers. Où est-il? Je pense que je l'ai passé. Il est juste ici. Je pense qu'il est en haut. Donc, on a les top projets open source. Donc, on a Visual Studio Code en première position. Donc, bravo Microsoft. Et ici, on va ici en 7e position. Regardez qui est là. Sur les 95 millions de projets open source, les projets qu'on trouve sur GitHub, Ansible est bon 7e. Donc, c'est une bonne nouvelle pour
vous qui utilisez Ansible, c'est une bonne nouvelle pour nous qui créons et on base beaucoup de projets maintenant sur Ansible. Donc, c'est bon de voir, bon septième, vraiment impressionnant. Enfin, on pourrait dire 6, parce qu'ici j'ai de la doc. La doc, c'est pas vraiment un projet open source. C'est un projet open source en soi, parce que en fait, Microsoft a ouvert sa documentation, mais ouvert sa documentation. Je pense à ça. Documentation ouverte. Tout simplement, documentation qui a été déposée sur GitHub, on devrait dire plutôt. Donc, on serait 6e sans cette documentation-là en termes de projet. Donc, c'est une super nouvelle pour Ansible. On peut féliciter. Oui, merci DJ Jeff qui nous dit le projet KubeVirt. Effectivement, j'écoute, je le dis, je dois le dire régulièrement ces jours-ci, puis je sais pas si c'est le fait que j'ai une caméra, le fait que j'ai des personnes qui me regardent en ce moment, j'ai oublié le nom, merci. Donc, DJ Jeff, projet KubeVirt. KubeVirt, on aura la chance d'en parler. En fait, peut-être monsieur, je pense DJ Jeff, est-ce que c'est mon collègue Jeff, ça? Je crois que oui. Ou non, peut-être pas. Bref, on aura la chance, peut-être, si Jeff veut venir en parler. Jeff travaille sur le projet KubeVirt. Donc, on pourra en faire une démonstration, en parler plus en profondeur dans un prochain épisode, bien sûr. Donc, quoi d'autre comme nouvelle? Au niveau Ansible, vous parlez, je crois que le temps il est déjà 1h moins 10. Peut-être très rapidement, avant de passer au sujet principal, parce que le temps va vite, c'est incroyable. Je vais essayer de finir avant 1h pour éventuellement, je sais que plusieurs d'entre vous ont commencé 1h. Donc, vous présenter un petit projet sur GitHub. J'en mets. Oh, c'est. Bon, mais Jeff, merci Jeff, c'est toi. Donc, tu as une invitation, Jeff, pour venir à un prochain épisode de nous parler de KubeVirt. Je pense que ce sera super intéressant pour ceux qui nous regardent. Donc, je vous ai mis un projet sur GitHub, justement, Ansible, et on va le regarder. Juste vous parler un petit peu de ce que ça fait. Super intéressant. Quand je suis allé, vous vous souvenez, je suis allé en Floride, à Orlando, au Tech Exchange, et je pense que j'en avais glissé un mot, là, pendant un des labs que j'ai fait, on déployait, en fait, le lab que j'ai fait, c'est ce lab-là, le Ansible Deployer for Multi-Cloud Deployer. Donc, ça permet, en fait, de prendre votre application, une application quelconque, puis à l'aide d'Ansible, la déployer sur le cloud que vous voulez. En gros, c'est le principe du projet. Bien sûr, c'est pas compatible avec tous les logiciels qui existent. Là. Il y a du travail à faire pour rendre notre application compatible, mais le framework est là. On peut partir de ça et l'adapter à nos besoins. Et de notre côté, chez Red Hat, je crois qu'on a, pour l'instant, on a OpenShift. Je ne sais pas, il me semble que j'avais vu un autre produit là, aussi qu'on pouvait déployer, mais on peut maintenant utiliser OpenShift au travers l'Ansible Deployer pour le déployer sur le cloud que vous voulez. Donc, au lieu d'avoir des playbooks spécifiques qui vont permettre de déployer OpenShift sur Azure ou un playbook qui va le permettre de déployer sur Amazon, on a l'Ansible Deployer qui s'occupe de ce travail-là. Bon, la mécanique, je ne l'ai pas étudiée encore. C'est quelque chose que je vais regarder puis peut-être toucher dans un prochain épisode avec vous. Donc, je vais vous laisser, vous avez le lien Git à l'écran, vous pouvez aller voir comment ils ont construit ça. C'est quand même assez complexe, mais reste que ça a un bon potentiel si c'est quelque chose qui vous intéresse de déployer vos applications sur peu importe le cloud que vous voulez utiliser. Donc, les playbooks sont là, les rôles sont là, vous pouvez vous en servir aussi pour vous donner des idées dans ce que vous faites comme script de déploiement dans vos entreprises sur les clouds. Donc, c'est ce que j'avais comme nouvelle pour Ansible. Je pense qu'il reste une petite nouvelle très rapidement avant d'aller au sujet principal. Oh oui, super projet aussi. Je suis tombé là-dessus il y a quelques jours. Et j'avais eu la question d'un client à un moment donné. Est-ce que c'est possible d'utiliser Ansible pour gérer nos téléphones? Eh bien oui, il y a des gens qui se sont lancés dans cette aventure-là. Donc, on a Automate Exotic ici, donc qui permet de gérer vos téléphones, vos périphériques Android à l'aide d'Ansible. Je n'ai pas essayé, je manquais de temps, mais c'est quelque chose vraiment que je vais explorer. C'est quelque chose qui revient, je dirais, à l'occasion. Je n'ai pas vu pour iPhone, mais je devine peut-être que ça va venir. Je ne connais pas assez la mécanique
en arrière du iPhone. Je ne sais pas si on peut accéder en SSH au travers d'un iPhone, mais du moins du côté Android, on peut le faire. Donc, si ça vous tente, vous jeterez un œil à ce projet-là. Projet super sympathique pour Ansible. OK, donc, sujet principal aujourd'hui. Je vais juste faire une petite correction ici, qui est 1h moins 10. On ne restera pas longtemps sur le principal. Mais vous parlez, le sujet principal aujourd'hui, c'est la modularité qui est apportée dans Fedora depuis quelques releases, en fait. Et tiens, pour vous mettre dans le contexte un petit peu, j'en avais déjà parlé dans le passé. Et là, j'ai eu la chance de jouer avec. Donc, c'est un gros morceau dans Fedora. Et avec Fedora 29, qu'on a relâché la semaine passée. Ça, semaine passée, début de la semaine. La semaine passée, oui. La semaine passée, j'ai un petit blanc, là. Je ne sais pas quelle journée. Bref, dernièrement, la modularité est maintenant accessible à toutes les formes de build, en fait, de Fedora. Dans le passé, c'était réservé juste au serveur. Maintenant, on l'a apporté au niveau du workstation. Je me souviens, je pense que Jeff, c'est toi qui m'en avait glissé un mot. Ça fait que je me suis intéressé. Donc, un petit rappel pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la modularité. Donc, c'est aujourd'hui, sans la modularité, que vous soyez avec RHEL ou les anciennes versions de Fedora, lorsque vous installez un paquetage, par exemple Node.js, vous recevez la version qui est livrée tout simplement dans la distribution en question. Donc, c'est une version précise. Dans le cycle de vie de Fedora, bien souvent, les versions sont mises à jour. On récolte la dernière. Ici, ce qu'on fait avec la modularité, on vous permet de choisir, en fait, la version avec laquelle vous voulez travailler. Et vous installez, en fait, ce qu'on appelle un petit module, un petit module YUM, un petit module DNF, qui va, en fait, installer l'application avec les dépendances. Et ce qui est le fun aussi, c'est que ça n'interfère pas non plus avec nécessairement ce qu'il y a à la base. Donc, c'est vraiment indépendant. Donc, vous avez l'OS de base et vous gérez indépendamment vos applications. Donc, ce qui fait que si vous voulez faire évoluer plus rapidement vos applications, indépendamment du système de base, vous allez être en mesure de le faire aujourd'hui. On fait un peu cet équivalent-là avec le Software Collection. Par contre, le Software Collection on utilise un concept assez différent ici. Puis, on peut rouler aussi en parallèle deux versions avec la Software Collection. Ce ne sera pas le cas avec la modularité. La modularité ici va vraiment vous permettre d'installer différentes versions sur votre système d'exploitation, mais pas de rouler différentes versions en même temps. Et ce qui est le fun ici, on peut brancher aussi ces modules-là au processus de build des containers. Donc souvent dans les containers, on va créer un container avec une version spécifique. Donc on va pouvoir utiliser cette mécanique-là qui est maintenant disponible au sein des RPM pour l'injecter dans les containers. Donc ça va faciliter un peu le travail pour les gens qui créent des containers avec des versions spécifiques. OK? Donc maintenant, je vais aller vous montrer en fait la démonstration un petit peu de comment ça fonctionne ça. Et en fait, ce que j'ai fait juste avant le stream, j'ai utilisé Boxy, que je vous montre à l'instant. Boxy, j'en ai déjà parlé. Boxy qui est un excellent... je trouve ça super, cette application-là. J'en avais parlé dans le passé pour créer des VM en Fedora. C'est assez ergonomique comme façon de manipuler les VM. Donc, mais c'est basé sur KVM en arrière. Là. En fait, ça fait juste lancer des VM KVM, mais il y a beaucoup d'opérations qui sont automatisées avec ce desktop-là. Donc, j'ai créé, en fait, j'ai lancé un Fedora 29 ce matin. Et je l'ai mis à jour, mais juste pour être certain, on va lancer la mise à jour ici. Oups. On va passer en root pour le reste de la démonstration. Oups. Je vais fermer mon mot de passe. Ah, c'est vrai. Il n'y a plus d'usager root avec Fedora, donc il faut s'habituer. Il faut s'habituer. Je ne suis pas habitué encore. OK. Donc, on va faire un petit DNF update. Enfin, en faisant un DNF update, vous allez voir quelque chose de nouveau. Que vous n'avez peut-être pas vu si vous n'avez pas essayé Fedora 29. On a maintenant un repo. En fait, ça, je vais faire mieux que ça. Je vais lister les repos. J'ai une petite lenteur. Là. OK. Donc, il y a des nouveaux repos qui sont apparus avec Fedora, qui s'appellent Fedora Modular qui est ici, et Update Modular.
Donc, c'est des. En fait, ce que ça vient de rajouter, c'est que vous allez avoir maintenant, vous avez l'option maintenant avec Fedora de non seulement de lister des RPM, mais lister des modules. Des modules, qu'est-ce que ça contient? C'est des RPM aussi. Donc, l'application en question avec certaines dépendances aussi. Je vais juste sortir un petit document, histoire de sauver un petit peu de temps pour taper les commandes. On va switcher ça ici. Donc, si je veux voir les modules qui sont disponibles, je vais faire un DNF module list. Donc, ça va m'afficher les modules qui sont disponibles dans Fedora 29 et il n'y a pas des tonnes pour l'instant, ok, mais on va en voir apparaître de plus en plus, sans doute des manufacturiers logiciels qui vont relâcher ces modules-là, mais pour l'instant, voici la liste qui est disponible. Je devine, je ne l'ai pas essayé, peut-être Jeff, tu as la réponse à ça. On est peut-être capable de rajouter d'autres sources de repo de modules, donc peut-être possible de faire. Donc, il y en a quelques-uns. Vous voyez, il y a deux sections, il faut faire attention à la section Update, dans la section de base. Donc, les modules, bien sûr, peuvent être updatés ou on ne touche pas si on n'a pas les updatés. Donc, il y en a plusieurs. Puis, regardez, là, on voit Creo ici. On a plusieurs versions de Creo. On a plusieurs versions de MySQL JSON, mais MongoDB, on va utiliser ça comme démonstration. Donc, deux versions de MongoDB. Donc, moi, je suis développeur, j'ai besoin de créer un projet en utilisant Fedora ou éventuellement RHEL avec la version 3.4 de MongoDB. Donc, si je fais un yum install, ok, je fais plutôt un yum info, je vais faire MongoDB. Oups. MongoDB. Je vais juste MongoDB. Est-ce qu'on voit bien à l'écran? Je vais juste faire un tour. Je vais peut-être monter un petit peu là. Donc, on voit que c'est la version 4 qui va être installée. OK? Mais moi, je ne veux pas travailler avec la 4. OK? Je veux travailler avec une plus vieille version. Donc, ce que je peux faire, je vais installer, plutôt d'installer la dernière version de MongoDB, je vais installer le module qui est ici, qui est disponible avec la version que j'ai montré tantôt, la version 3.4, c'est avec elle que je vais travailler pour mon projet. Donc, pour l'installer, on va faire un yum module install MongoDB. Et je vais faire un 2 points pour spécifier la version, donc 3.4. OK, ça c'est nouveau. Quelque chose que vous n'avez pas vu avec Yum. Donc une nouvelle. En fait, c'est pas Yum, excusez, c'est DNF. En fait, vous savez, sans doute, je pense que j'en avais parlé dans le passé. Du point de vue de RHEL, on reste avec Yum. En fait, on a un Yum 4 qui est basé sur DNF. Du côté Fedora, ça reste avec DNF. Je n'ai pas eu d'indication si on va faire un retour en arrière vers Yum dans Fedora ou si on va rester avec DNF. Mais bref, possible que ça arrive. Donc ici, je spécifie quelle version de module je vais installer. Donc si tout se passe bien, on a tout simplement activé le module qui va mettre en force, en plus, si je vais installer MongoDB, la version 3.4. Maintenant, ce que je veux porter votre attention, c'est les profils qui est ici. Ça, c'est cool aussi. Ça a été rajouté dans la dernière version de la modularité. Donc, je peux maintenant, à partir de ce moment-là, une fois que j'ai activé la version de MongoDB que je vais utiliser avec mon module, spécifier maintenant si je veux installer les clients de MongoDB, le serveur va utiliser le profil par défaut. À l'heure actuelle, il n'y a rien qui est installé, donc je n'ai pas d'indication. Si vous voyez un petit peu en bas, il y a comme une liste qui explique un petit peu les différents symboles que vous voyez ici. Donc, ce que je vais faire, je vais maintenant demander à MongoDB, sachant qu'on est maintenant que le module 3.4 est activé, on n'a plus besoin de spécifier la version, il va aller chercher la version qui est activée en ce moment. Donc, je vais mettre un slash plutôt dans 2 points, je vais lui demander installe-moi, commençons par la base de données. Donc, on va lui dire installe-moi ce qui est dans le profil serveur. Donc ici, on installe la base de données MongoDB avec les dépendances. Et vous voyez, c'est la version 3.4 qui est installée, non la 4.0, comme Fedora me le suggérait tout à l'heure. Donc super intéressant ce concept-là. Donc une fois installé, il faut démarrer la base de données avec systemctl. Et ça, j'ai joué avec ça, MongoDB,
encore sur le même principe qu'avec RHEL 6. Donc, le démarrer, on va juste s'assurer qu'elle roule bien. Donc, elle roule bien. Maintenant, si je veux voir si ça fonctionne, il faut que j'installe le client. Qu'est-ce que je fais pour installer le client? Je ne me souviens pas du nom du paquetage, on s'en fout. Maintenant, avec les modules, je peux spécifier le module client maintenant. Et là, on va installer le module client. Donc, super le fun, ce petit concept-là. Moi, j'aime ça. Ça évite de chercher le nom du paquetage ou c'est quoi il faut que j'installe comme serveur ou base de données. Donc, c'est super le fun qu'on ait ajouté ça. Je vais aller voir pendant que ça s'installe. J'ai perdu ma fenêtre ici. Ok, Jeff n'a pas essayé encore. Donc, c'est installé. Donc, si je fais la commande Mongo, je suis maintenant connecté dans la base de données Mongo. Je ne connais pas les commandes là, pour me connecter à la base de données, mais je vais juste vous montrer que j'ai installé le serveur et les clients en utilisant les modules. Donc, si je refais maintenant, je reviens en arrière, je fais un module list. Je pense que je peux spécifier MongoDB uniquement pour voir toute la liste des modules qui sont disponibles. Donc, je peux voir que il y a de disponible 3.4. Il est activé, donc c'est lui qui est là, qui est actif en ce moment. Le client et le serveur sont installés, donc on voit un petit ici. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Oh, je veux passer, mes développeurs ont dit, c'est maintenant le temps de passer à 3.6, qu'est-ce que je fais? Alors, je passe à 3.6. Donc, tout ce que j'ai à faire, aussi simple que ça, je vais aller ici, je vais lui dire, installe-moi 3.6 à la place. Qu'est-ce qui se passe? On change, on switch. Alors, ce que DNF nous dit, c'est qu'on switch le module de 3.4 à 3.6. Fait yes, et c'est tout. Est-ce que j'ai MongoDB 3.6 installé? Non, il n'a pas fait aucune installation. Il a juste activé le module par défaut. Changé le module qui est activé, passer de 3.4 à 3.6. Et là, si je fais un DNF update, OK? Si je fais un DNF update, on va passer la version de MongoDB 3.6. Et voilà. Oh, ça va être long. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Concept super le fun, la modularité. Encore une fois, je pense que ça vient de s'accélérer. Très bien, la 5 mégabits par seconde, c'est plus raisonnable. Donc, c'était vous montrer le concept, comment c'est le fun. On peut passer d'une version à une autre, indépendamment de ce qui est au niveau de l'OS. Donc, l'OS m'offrait 4, mais je n'étais pas prêt à utiliser 4. On est encore avec 3.4. Donc, c'est pratiquement terminé. Donc, j'ai passé, je ne pourrais pas me connecter dessus, là, mais on est à la version 3.6 au niveau client. Il faudrait que je regarde les profils. Oups, il y a peut-être un petit bug au niveau des profils ici. On va aller voir s'il a passé le profil du client aussi. Oui, pourtant. Mais le client n'a pas été updaté. Peut-être qu'on fait frappe un bug. Mais bref, le but, c'était de montrer, vous donner des petits trucs, comment partir avec la modularité. C'est bien implanté dans Fedora maintenant, à la grandeur de Fedora. La liste des modules va éventuellement être appelée à grossir, vous allez en voir plus, de version en version de Fedora. Comme RHEL en fait est basé sur Fedora, il y a des très bonnes chances que vous voyez voir la modularité arriver éventuellement dans RHEL. Je regarde mes notes si j'ai d'autres choses à vous dire ici. Non, je pense que c'est bon. Je ne sais pas, de ton côté, Jeff, tu disais que tu ne l'avais pas essayé. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires sur ça. Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Moi, je trouve ça hyper bien. C'est assez bien structuré, assez bien organisé. On voit la liste. Je n'ai pas montré, là, mais on peut aller chercher du détail un petit peu plus sur les modules, autre que juste le nom. Peut-être vous montrer très rapidement. Il y a une petite switch que je ne me souviens pas, il y a un "-v" à passer. Ok, c'est le module info. DNF. Ça, mettons, on va aller chercher un petit peu plus de détails sur MongoDB. MongoDB 3.6 par exemple. Si je vais aller chercher un petit peu plus d'infos. Donc, en faisant module info, c'est 3.6. Je vais avoir un petit peu plus de détails. Ok, qu'est-ce que ça fournit?
avec un descriptif un petit peu du module, qu'est-ce qu'il fait. Et finalement, si je passe un "-v", là, je vais aller voir, je vais aller chercher la liste des dépendances en plus, ici. Je pense que c'est-tu la dépendance, on les a dessus. En tout cas, pour ceux qui construisent des RPM, là, vous allez reconnaître la structure un petit peu, là, mais on a beaucoup plus de détails lorsqu'on a un "-v". Donc, concept super le fun, qui est appelé évoluer assez rapidement. Et on va sûrement avoir la chance de s'en parler dans les prochaines semaines. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Encore beaucoup de nouvelles. Je vais juste... Là, j'ai perdu mes fenêtres ici. Trop de choses ouvertes. En conclusion, eh bien, juste pour vous dire que ça faisait 3 semaines qu'on s'est vus. Je pense que je vais garder la cadence 3 semaines. De 1, ça me laisse le temps pour moi de bien me préparer pour l'épisode. 2 semaines, ça revient très très rapidement avec toute la charge de travail qu'on a en ce moment. Donc 3 semaines, ça me laisse un petit peu plus de temps. Ça vous laisse du temps aussi. Je sais que vous êtes sollicité par un paquet d'autres fournisseurs, un paquet d'autres technologies qui veulent vous passer de l'information. Donc ça vous laisse le temps un petit peu de respirer. Puis moi aussi, ça me permet de approfondir un petit peu plus mes recherches. Donc vous donner un peu plus de qualité en le faisant en 3 semaines. Donc, on est le 9, donc le prochain épisode dans 3 semaines nous mène au 30 novembre. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Moi, j'adore ça. À chaque fois, vous communiquez toutes ces informations-là que je trouve. J'espère que ça vous a été utile. C'est le but un peu de ces streams-là. Donc, merci d'avoir été là. Merci pour ceux et celles qui nous écoutent, qui m'écoutent. Je suis seul pour l'instant, en rediffusion, toujours très apprécié. Vous avez des commentaires, suggestions, n'hésitez pas. Vous avez mon courriel juste en haut. N'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires, vos questions par courriel. Alors, merci, bonne fin de semaine. Bye tout le monde.